Quand une femme pousse la porte d'un commissariat, elle doit savoir dès son arrivée qu'elle a le droit à un avocat, d'être examinée, de voir un psychologue, de rencontrer une association. Cette notification doit intervenir avant et non après le dépôt de plainte. C'est le combat que portent aujourd'hui deux femmes, Karen Noblinski et Rachel Flore Pardo, avocates au barreau de Paris. Et elles sont justement nos deux invitées ce matin. Bonjour mesdames. Bonjour. Et ravie de vous accueillir aujourd'hui en studio. Alors vous avez fait du bruit dernièrement avec une tribune signée par 100 avocats, soutenue par 100 avocats dans les colonnes du journal du dimanche. Vous demandez donc une meilleure prise en charge des dépôts de plaintes pour violences sexuelles. Alors pour bien comprendre, avant de rentrer justement dans l'évolution des textes de loi que vous demandez, c'est vrai que certains auditeurs peuvent s'interroger. Un jour, on arrive dans un commissariat, on dit qu'on a été violenté, qu'on a été violé. Déjà, c'est un traumatisme, c'est une épreuve de se livrer. Qu'est-ce qui concrètement peut mal se passer en fait ? Alors, lorsque vous arrivez dans un commissariat, ce qui peut mal se passer, premièrement, c'est que la plainte ne soit pas tout de suite recueillie. Il est prévu dans le code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire doivent recueillir directement la plainte lorsque les victimes entrent dans le commissariat. Alors effectivement, les victimes, elles peuvent être confrontées à un refus du dépôt de plainte sur le moment, ou alors à une proposition de revenir plus tard. Et comme vous l'imaginez, c'est compliqué pour les victimes, une fois qu'elles arrivent au commissariat, de se dire qu'elles doivent rentrer chez elles, redoubler d'efforts et revenir quelques jours plus tard. Et ça a forcément des conséquences ensuite sur ce problème de dépérissement des preuves, où il y a certains éléments qui devraient être recueillis dès le moment où la victime arrive dans le commissariat. Alors justement, on va en parler. Remarque maladroite, impossibilité d'être immédiatement examiné par les unités médico-judiciaires. Vous avez déjà vécu, vous, dans l'exercice de vos fonctions, par exemple, ce genre de problème, de problématique ? Tout à fait. En fait, avec Karen Noblinski, on a à la fois été assisté des clients qui nous racontaient avoir été victimes d'un refus de plainte ou ne pas avoir fait l'objet d'un accueil, digne de ce nom en poussant la porte d'un commissariat. Et à titre personnel, on a chacune aussi eu à plusieurs reprises l'occasion d'être en fait sorti du commissariat, c'est-à-dire qu'on vient avec notre client ou notre cliente pour l'assister lors de son dépôt de plainte ou lors de son audition de victime, et on nous dit qu'en fait on n'est pas le bienvenu, que on n'assistera pas à l'audition et qu'on n'en a pas le droit. C'est complètement faux, on en a le droit. Ce n'est pas dit à ce jour explicitement dans le code de procédure pénale, mais ce qui est écrit dans le code de procédure pénale, c'est que la victime a le droit d'être accompagnée de la personne majeure de son choix. Oui. Alors, il y a une certaine ambiguïté en fait. Une personne majeure, on se dit bien entre nous qu'un avocat est une personne majeure. Néanmoins, il n'est pas dit explicitement dans le texte à ce jour, y compris un avocat. La loi pour la confiance dans l'institution judiciaire doit y remédier, mais en fait, il y aura toujours cette notion d'accompagnement. Et nous, c'est aussi le sens de notre combat, c'est qu'un avocat n'accompagne pas, il assiste, il doit pouvoir poser des questions, il doit pouvoir faire des observations, et son intervention doit être prise en charge dès le dépôt de plainte par l'aide juridictionnelle. En fait, on comprend que le temps a une grande importance aussi dans ce genre d'affaires. Il faut le dire, pour les victimes de violences sexuelles, les heures qui suivent l'agression sont déterminantes. Est-ce que vous pouvez peut-être en rappeler les raisons ? Bien sûr. Pour les personnes qui sont victimes de violences sexuelles, et notamment pour les personnes victimes d'infractions en général, il y a aussi d'autres infractions, et notre combat, il s'applique à toutes les victimes, bien sûr. Ce droit d'avoir un avocat dès le dépôt de plainte, il y a cette course contre la montre qui concerne toutes les victimes. Mais pour les victimes de violences sexuelles dont nous parlons aujourd'hui, bien évidemment, il y a cette nécessité de pouvoir recueillir des preuves matérielles. Donc effectivement, nous parlons souvent de ce recours à l'expertise gynécologique. Effectivement, la victime de violences sexuelles, dans les heures qui suivent l'infraction, elle a la nécessité de voir un médecin des unités médico-judiciaires. Pour cela, il faut qu'il y ait une réquisition du parquet, et cela, c'est dans le cadre d'un dépôt de plainte que vous pouvez l'obtenir. Et donc, il y a ce besoin que les preuves soient recueillies dans les plus brefs délais, notamment afin de pouvoir recueillir, dans certains cas, de l'ADN. Et si on attend plusieurs jours, vous imaginez bien que ces preuves n'existeront plus. Est-ce qu'on connaît à peu près le délai d'attente des victimes de violences sexuelles ? Est-ce qu'on a une idée à peu près de combien de temps elles peuvent attendre, justement ? Non, en fait, c'est au cas par cas. C'est-à-dire que parfois, vous allez pousser la porte d'un commissariat et ça va très, très bien se passer. C'est selon les commissariats. Évidemment, oui, il y a un aléa, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu ce qui est aussi le sens de ce qu'on fait, de notre combat, de ce qu'on dénonce. C'est l'aléa d'un commissariat à l'autre. Le fait que sur tout le territoire, on n'ait pas la garantie de voir nos droits respectés de la même manière. Et ça, c'est absolument insupportable. Et c'est d'ailleurs ce qu'on conseille, nous, parfois à nos clients. Enfin, quand ils nous disent, on m'a refusé ma plainte, on leur dit parfois, essayez un autre commissariat, parce qu'en effet,
Il y a ce droit, cette obligation en fait pour les forces de l'ordre de recevoir les plaintes. Donc en fait quand quelqu'un l'a pas respecté, on se dit peut-être qu'à côté on le respectera. Donc il n'y a pas de règle, et ce qu'on tient quand même à dire, c'est que dans un bon nombre de cas, les choses se passent bien. C'est-à-dire que la victime pousse la porte du commissariat, elle est bien reçue. Mais il y a encore aujourd'hui des loupés, et il y en a trop. C'est ce que ce hashtag double peine est notamment venu dénoncer. Oui, justement, ce hashtag double peine survenu le 23 septembre dernier, après le témoignage d'une jeune femme qui a alerté justement sur les manquements constatés dans la prise en charge des dépôts de plainte pour violences sexuelles. Une double peine, voire une triple peine en fait, puisqu'il y a la violence de l'acte d'abord, la non prise en charge pénale et le traumatisme psychologique. C'est vrai que l'aspect psychologique, on en parle finalement peu, mais c'est aussi très important. J'imagine que dans vos fonctions, vous le voyez aussi, toutes ces personnes qui sont extrêmement traumatisées par ce qu'elles vivent. Évidemment que l'aspect psychologique, il est extrêmement important, et que nous, quand on rencontre des victimes, ça fait souvent partie des premières questions que l'on pose. Est-ce que vous êtes suivi par quelqu'un ? Est-ce que vous êtes accompagné pour pouvoir en parler ? Et d'ailleurs, vous parliez au tout début de la notification des droits. Et nous, c'est aussi un point sur lequel on assiste, c'est-à-dire que les victimes, lorsqu'elles déposent plainte aujourd'hui en France, il y a une notification des droits. Mais le problème, c'est que cette notification des droits, elle intervient à l'issue du dépôt de plainte. C'est-à-dire qu'à la fin du procès-verbal d'audition, et donc de dépôt de plainte, vous avez une notification des droits qui est écrite sur cette possibilité de pouvoir obtenir un avocat, de pouvoir voir un psychologue d'un SMPR, par exemple, ou de pouvoir être expertisé gynécologiquement, ou de pouvoir rencontrer une association. Et c'est ce qui pose problème, parce que cette notification des droits, nous aimerions qu'elle intervienne au début, en fait, avant le dépôt de plainte, parce qu'il est nécessaire que la victime ait connaissance de tous ces droits-là, notamment donc du droit à devoir un psychologue dès le début. Et le problème de double peine, effectivement, il naît de certaines questions qui sont posées aux victimes. Vous en parlez, en septembre, il y a de nombreuses victimes, par milliers en fait, qui témoignent du traitement qu'elles ont reçu dans les commissariats, de questions parfois maladroites. Il y a des questions qui sont nécessaires et qui sont parfois maladroites dans le cadre d'un dépôt de plainte pour les OPJ, c'est certain. Ils vont être assez brutaux, parfois certains policiers peuvent être assez brutaux dans leurs questions, par exemple. Mais le problème, c'est que une question, elle peut être maladroite, effectivement, mais il y a aussi la façon en fait dont vous la posez, la prise en considération de l'état de la victime. Donc il faudrait aussi une formation des policiers. Évidemment, cette formation des policiers, et c'est ce qui est rappelé. Il y a un télégramme du ministère de l'Intérieur qui a été envoyé le 21 octobre à toutes les préfectures de France, et qui rappelle justement ces droits-là, et qui insiste fermement sur le fait qu'il faut qu'il y ait un approfondissement de la formation initiale et continue des policiers en matière de violences sexuelles pour qu'il y ait cette homogénéité sur tout le territoire français. Vous souhaitez ajouter quelque chose, Rachel ? Non, c'est tout à fait ce que disait ma consoeur Karen Noblinski. Et là où ce télégramme avait son importance, c'est justement qu'il est venu rappeler le droit existant. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il n'a pas créé de droit, mais il est venu, et c'était important, rappeler les obligations qu'ont les forces de l'ordre, notamment lors de la réception des plaintes qui leur sont déposées. Donc c'est quelque chose que nous avons salué. Maintenant, pour nous, ça ne va pas assez loin. Oui, alors... Justement, vous dénoncez cette imprécision des textes. Aujourd'hui, que dit la loi ? Comment voulez-vous que la loi change concrètement ? Qu'est-ce que vous demandez ? Alors, ce qu'on demande, c'est la consécration dans le code de procédure pénale d'un droit à l'assistance de l'avocat dès le dépôt de plainte. Et ce droit, il implique des choses très précises. Il implique le droit pour l'avocat de poser des questions et de faire des observations à l'issue de l'audition de dépôt de plainte. Il implique aussi, pour que ce droit soit effectif, pour que l'assistance d'un avocat soit accessible à tous, que la prise en charge des frais d'avocat soit, lorsque les critères sont remplis, couverte par l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et ça implique évidemment, quand on ne connaît pas d'avocat, qu'il y ait un système de commission d'office qui soit mis en place dans chaque barreau avec des avocats de permanence, et ces systèmes sont organisés par les bâtonniers des barreaux. Donc c'est ça qu'on demande, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. On parle d'accompagnement, on va bientôt parler d'accompagnement notamment d'un avocat, mais on ne parle pas d'assistance. Et en fait, l'avocat peut jouer un rôle tout à fait déterminant dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, l'audition de dépôt de plainte, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que c'est les premiers mots qui vont être posés par la victime, parce que c'est la première manière, la première description qu'elle va faire des faits qu'elle a subis. Et la précision et la cohérence des faits décrits est importante. Et l'avocat, il pourra, par ces questions, amener la victime peut-être à préciser certains points. Et ça peut être déterminant. Et justement, c'est déterminant puisque par conséquent, quand il y a une mauvaise prise en charge, eh bien, il y a des défaillances dans l'enquête, et donc ça ne garantit pas forcément un procès aussi équitable pour la victime.
Oui, effectivement, il faut que ça garantisse un procès équitable, mais pour les deux parties, c'est aussi ça en le fait. problème, ouais. Ouais, pour les deux parties, il faut qu'il y ait cette possibilité pour la personne qui est jugée, qu'il y ait face à elle des éléments de preuve qui soient clairs et tangibles, notamment le dépôt de plainte qui finalement est le point de départ de toute cette action. Et il faut pour la victime cette possibilité de se sentir accompagné au sens large, mais donc assisté, comme vous le disiez Rachel Flore-Pardo. Il faut qu'il y ait ce soutien juridique et psychologique qui fait qu'elle puisse se sentir à l'aise pour parler devant des officiers de police judiciaire. Notamment, dernièrement, il y a une expérimentation, vous savez, qui a été mise en place par le ministère de l'Intérieur pour que les plaintes soient recueillies à domicile, ce qui permettrait peut-être pour certaines victimes de parler en se sentant peut-être plus en sécurité, vous voyez, dans un environnement familier, chez soi, ou chez son avocat, ou chez un médecin. C'est possible de le faire dans plusieurs endroits. Mais bien évidemment, la célérité avec laquelle une plainte est recueillie et le déroulement de toute cette enquête, il faut qu'il participe d'un procès équitable, tant pour la défense que pour les parties civiles. Alors, les choses bougent. Vous avez rencontré, je crois, récemment Elisabeth Moreno, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que vous avez eu des retours de la scène politique? On parlait tout à l'heure du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous avez eu d'autres retours peut-être qui vont dans le bon sens? Alors, le premier retour qu'on a eu, c'est évidemment cette prise de position assez ferme du ministère de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur et de sa ministre déléguée, parce qu'il y a eu ce télégramme envoyé quelques jours après la publication de notre tribune à toutes les préfectures qui rappelle le droit existant et notamment le droit d'être accompagné d'un avocat lors du dépôt de plainte. Donc ça, évidemment, c'est une réponse politique forte. Maintenant, nous, on veut des changements législatifs et on est soutenu en ce sens par notamment Madame la ministre Elisabeth Moreno, qui est très engagée sur ce sujet et qui est tout à fait convaincue que l'assistance d'un avocat dès le dépôt de plainte peut aider les victimes de violences sexistes et sexuelles dans leur prise en charge et dans l'initiation de leur action judiciaire. Karen, vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, je précisais aussi que l'autre message fort qui est intervenu juste avant le télégramme, ça a aussi été finalement le fait que le ministre de l'Intérieur diligente une enquête en interne au commissariat de Montpellier. Et c'est d'ailleurs au commissariat de Montpellier que naît ce hashtag double peine, parce que c'est une victime du commissariat de Montpellier et d'autres qui rapportent des mauvais traitements. Et finalement, on se rend compte que lorsque le ministère de l'Intérieur diligente cette enquête en interne, c'est qu'il constate effectivement des loupés, des défaillances et qu'il souhaite y remédier. Et c'est une seconde réponse que nous avons eue avec le télégramme et nous attendons encore d'autres choses pour pouvoir poursuivre ce combat. Eh bien, on espère que les choses vont aller dans le bon sens. Peut-être un dernier mot, non? Non, en fait, ce qu'on a réalisé, c'est qu'en mettant le doigt là-dessus, peu de personnes, notamment peu de responsables politiques, avaient véritablement conscience de cette problématique dans les commissariats. On l'a dénoncé, on la met notamment grâce à vous et merci encore de nous avoir invités aujourd'hui à l'ordre du jour. Et on pense que dans ces prochains jours, dans ces prochains mois, ça pourra faire changer les choses. Eh bien, on l'espère. En tout cas, une prise de conscience nationale, c'est ce que vous réclamez toujours. Merci beaucoup, Karen Noblinski et Rachel Flore-Pardo, d'avoir été nos invités. Je le rappelle, vous êtes avocate au barreau de Paris. On reste en contact, évidemment. On suivra sur Radio J tous ces développements et on continuera de porter votre parole. Merci, à bientôt. Au revoir.